Hola! Qui n'a jamais rêvé d'aller au sommet de l'Everest au moins une fois dans sa vie? C'est peut-être un truc qu'on a tous en commun. Alors je suis allé me renseigner, combien de temps ça dure, l'entraînement, l'équipement, combien ça coûte. Et j'ai découvert qu'on sait rien à ce sujet. Je vais vous parler des points les plus ouf. Avant de vous parler de comment faire l'ascension, je dois vous parler d'un énorme problème de plus en plus fréquent sur l'Everest. Il y a des putains d'embouteillages pour atteindre le sommet. Mais what the fuck? Tu peux attendre plus d'une heure sans bouger. Toi tu t'imaginais arriver en haut, contempler la plus haute vue du monde, tout en inspirant fièrement, en pensant à tous les efforts que t'as fait pour en arriver là. Eh ben non. À la place, c'est Michel derrière toi qui est en train de gueuler. Mais tu vas le prendre ton selfie! Tel un Parisien qui fait la queue pour courir à la salle de sport. Véridict. J'ai déjà dû faire la queue pour courir. Ce jour-là, j'ai touché le fond. Alors oui, tu me diras, y a pire que d'attendre une heure pour aller sur le plus haut sommet du monde. Tu es relou là. Petit insolent. C'est extrêmement dangereux. Déjà, le risque évident, c'est de tomber d'une falaise. Les alpinistes racontent que parfois, ils pouvaient même pas accrocher leur ancre tellement il y avait pas de place. Et ils devaient se retenir entre eux. Mais what the fuck? À cette altitude, avec ce froid, le vent, rester debout et immobile, ça peut être fatal. Cette image de liberté, de solitude, de dépassement de soi n'existe plus comme on l'imaginait. En fait, maintenant, ça devient une machine à fric beaucoup trop populaire pour son propre bien. Et attends, je dis machine à fric, t'as pas idée? Tu sais quoi? Imagine combien ça coûte d'aller sur le mont Everest. On en reparle après. Sur les sites spécialisés et plusieurs médias, on dit que ces embouteillages ont été malheureusement la cause d'au moins 4 des 11 morts qu'il y a eu le mois dernier. Ils sont morts dans leur tente, sur le chemin du retour, parce qu'ils sont restés trop longtemps dans ce qu'on appelle la zone de la mort. Je vais vous expliquer ce que c'est. Tu sais, on a toujours dit que la haute altitude c'était très dangereux à cause du manque d'oxygène. Mais j'ai jamais compris à quel point. Limite, tu te dis, ouais, mais moi, avec un peu d'entraînement, je peux y arriver, ça va. Petit trou du cul, va. Si tu restes pas en mouvement dans les températures extrêmes de l'Everest, même avec le meilleur des équipements, le sang circule beaucoup moins, la température de ton corps baisse, et si tu ne te réchauffes pas, les engelures apparaissent. Tu sais, les engelures, c'est quand les extrémités de tes membres commencent à se nécroser à cause du froid. Sans oublier le grand mal aigu des montagnes. Et c'est là que la merde commence, mon pote. Shit is real. Les parties au-dessus de 8000 mètres d'altitude s'appellent les zones de la mort, à cause notamment du manque d'oxygène. Pour rappel, le sommet de l'Everest, c'est 8848 mètres. Je vais te dire ce qui peut t'attendre si tu es à court d'oxygène en haute altitude. Des maux de tête, des nausées et potentiellement des vomissements, de l'insomnie, une fatigue physique extrême, tu peux même plus tenir debout, une lassitude, limite t'as même plus envie d'aller au sommet, des troubles de l'équilibre, toujours très sympa de perdre son équilibre quand on est en haut de l'Everest, des difficultés respiratoires, des hémorragies de la rétine, le rythme cardiaque qui s'accélère, les artères qui se rétrécissent et les fonctions cérébrales se réduisent. À ce stade, penser et bouger, c'est un vrai problème. Et puis bien sûr, tu peux mourir par œdème cérébral ou pulmonaire, mais ça dès 5000 mètres d'altitude, hein, pas besoin d'arriver aux 8000. 8000 mètres, c'est juste les effets x10. En 2011, on compte 11 morts. Historiquement, c'est 5 par an. Donc bon, merci les embouteillages. Le pire, comme je l'ai déjà dit, c'est que certaines personnes sont mortes sur la route du retour. Et le problème que soulèvent les locaux là-bas, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui se pousse à aller au sommet par ego. Mais c'est sans penser au retour qui demande presque autant de force au moment où tu en as le moins. Mais dans la zone de la mort, ton cerveau ne réfléchit plus correctement. C'est pour ça que normalement les décisions importantes sont faites au camp avant de partir et pas une fois que vous êtes en danger. Mais dis-moi Harris, les alpinistes ont presque tous des bouteilles d'oxygène. Comment peuvent-ils avoir donc le mal des montagnes? Ah Michel, qu'est-ce que tu ferais sans moi? Est-ce que t'auras assez d'oxygène pour faire les 8 heures dans la zone de la mort? Est-ce qu'il t'en restera pour descendre? Tes bonbonnes, t'as mis le prix ou c'est des bonbonnes low cost qui risquent de geler ou de fuir? Est-ce que t'es sûr d'avoir bien réglé le débit d'air pour pas qu'elle se vide trop vite? Et si t'es pris dans un embouteillage ou une tempête qui t'immobilise? Ah, tu veux prendre plus de bonbonnes d'oxygène? Mais très bonne idée! À 3,8 kg la bouteille, rajoute du poids à ton sac à dos qui pèse déjà 20 kg. Ça va t'aider à monter ça. Après, tu peux engager aussi un Sherpa porteur, mais c'est pas une mule le mec! Surtout qu'il transporte des bonbonnes pour lui aussi. Il y a des gens qui se lancent le défi de monter l'Everest sans bonbonne d'oxygène. Solide. Mais depuis quelques années, les guides, eux, sont obligés d'en avoir sur eux. Anecdote, je sais pas ce que ça vaut, mais sur un site internet, il y a un mec qui dit: la dernière fois que mon frère est allé sur l'Everest, il suait déjà à 5000 mètres. Il avait le souffle rauque à cause de l'altitude, il portait 5 kilos dans son sac de jour, et il s'est fait doubler par un Sherpa en tongs, la clope au bec, portant minimum 30 kilos. Ça te donne une idée quoi. Le mec déjà avec 5 kilos, le bout de sa vie. On a parlé du phénomène des embouteillages, maintenant on va poser les bases. Le prix pour monter l'Everest. Tu t'es fait une idée, ça y est? Perso, je pensais autour des 10 000 euros. Le billet d'avion, l'équipement, voilà. Au minimum du minimum, il faut compter 50
à 1000 € et ça va jusqu'à 110 000. Alors mais qu'est-ce que tu payes à ce prix-là? Bon, je t'avoue, à 110 000 €, t'as le pack VIP. Transport en hélico au camp de base, les meilleurs hôtels de Katmandou, 12 bouteilles d'oxygène, un téléphone satellitaire, etc. Un autre monde quoi. Mais sinon, il faut déjà te payer un guide Sherpa. Et un bon, hein, parce qu'il y a des nouvelles agences low cost depuis quelques années qui font des prestations à 20 000 € tout compris. C'est 3 fois moins cher. C'est pas trop le genre d'expédition où faut faire des économies, tu vois. Le Sherpa est là pour t'aider à gérer les situations difficiles et prendre les bonnes décisions. Mais c'est pas lui qui va te porter ou t'aider à t'équiper, hein. T'es un grand garçon. Oui. D'ailleurs, est-ce que tu t'es demandé qu'est-ce qui se passe si jamais tu t'effondres une fois au sommet? Si tu n'arrives plus à te déplacer par toi-même? Eh bien, ne compte pas sur ton Sherpa pour te porter parce qu'il sera aussi fatigué que toi et que si tu ne peux pas au moins ramper, il pourra rien y faire. Il devra donc laisser ton corps derrière et continuer. Corps qui restera à jamais dans cette montagne. Oui, parce que niveau secours sur l'Everest, c'est pas la folie, tu vois. À cette altitude, aucun hélicoptère peut voler. C'est pour ça qu'on appelle l'Everest aussi le cimetière à ciel ouvert. On compte près de 300 dépouilles dans ces pentes. Pour te donner une idée, un alpiniste parti en 1924 a été accidentellement retrouvé en 1999. Et il est toujours là-bas. D'ailleurs, il y a des dépouilles que les alpinistes croisent régulièrement, comme Green Boots. C'est un malheureux alpiniste inconnu qui sert aujourd'hui de repère éternel à 8460 mètres d'altitude. T'es toujours partant? Bon, eh bien, un guide expérimenté, c'est 10 000 €. Alors que les compagnies low cost t'en proposent pour 1000 €. Je comprends que les gens veulent payer moins cher, mais c'est pas un putain d'animal de compagnie, un guide Sherpa. Et apparemment, à cause de ces compagnies low cost, il y a de plus en plus de gens qui viennent mal équipés. À l'arrache quoi. T'as cru que t'allais à la cueillette des pâquerettes ou quoi? Alors ok, c'est cher. D'ailleurs, rien que l'équipement individuel, ça va te coûter autour des 10 000 €. Et putain, c'est pas trop le moment de faire ses courses sur Groupon. Alors 10 000 €, c'est sans compter l'équipement collectif comme la tente, la nourriture. Oui, la nourriture va être un gros budget. Parce qu'en fait, l'Everest, c'est 4 semaines. Alors c'est pas que de la montée. Tu passes les 3 premières semaines à faire des allers-retours dans les camps les plus bas. Mais il faut quand même 7 jours pour aller du camp de départ au sommet. Tu peux compter donc entre 20 et 30 000 € pour la bouffe dans les camps d'altitude et de base, le vol aller-retour, les équipements collectifs et rajouter 4 000 € pour les assurances, le visa, les dépenses personnelles, les vaccins, la pharmacie, les frais de dossier et les pourboires à l'équipe. Sois pas radin. Tu lâches 60 000 balles, tu peux bien lâcher quelques billets de temps en temps aux mecs, ils vivent de ça. Après, tu peux monter l'Everest pour 30 000 €. Attends. Mais tout seul, sans les 3 semaines d'entraînement et si t'as déjà un peu de matos. Ouais, faut être bien rodé quoi. C'est bon, t'as fait ton prêt à la banque sur 6 ans, on est bon? Ah merde, j'ai oublié un truc. Si t'es étranger, il faut acheter un permis. Oui, un permis d'ascension au Népal ou à la Chine, selon par où tu veux monter. Rien que pour avoir le droit de marcher sur l'Everest. La plus haute montagne de la Terre est privée. Tu trouves ça normal? Bon allez, c'est combien? Je peux bien rajouter 1000 ou 2000 €, je suis plus à ça près. Et non mon pote, c'est 10 000 € pour le permis. Alors ok, ça sert à réguler le nombre d'alpinistes. Déjà qu'il y en a trop, et puis c'est une grosse source de revenus pour le Népal. Entre le permis et le reste, ça génère près de 3,5 millions € par an. C'est pas rien, surtout que malheureusement, le Népal est l'un des pays le plus pauvres au monde. Je comprends pourquoi ils font ça et que limite c'est la bonne chose à faire. Mais bon, éthiquement, j'ai du mal à accepter que tu doives payer pour parcourir la terre sur laquelle on vit. Je suis tellement naïf, je me trouve mignon. C'est comme si, en plus de payer tes impôts, payer une taxe de la valeur ajoutée sur tout ce que t'achètes, des charges sur ton salaire payé par ton employeur, un loyer ou des taxes foncières si tu es propriétaire, et des charges de copropriété, on te faisait payer le droit d'habiter en France. Tiens, une lettre des finances publiques. Anecdote, un mec a essayé de grimper sans permis en 2017. Alors non seulement il s'est fait choper, mais il a dû payer 22 000 $ d'amende, 2 permis pour ce prix-là, mais en plus ils l'ont attrapé à 6400 mètres d'altitude et l'ont obligé à redescendre. Et le plus fou, c'est que pour y arriver, le mec est parti tout seul, sans guide Sherpa, dans le secret, sur d'autres chemins pas balisés du tout, a planté sa tente dans un coin totalement isolé de tout le monde, et se cachait dans des grottes. Je veux dire, le mec c'est un malade, mais t'es obligé de le respecter. Hey, un faux raccord, wesh. Hey, il a oublié de refermer ça, avant c'était fermé, wesh. Bravo Michel, je suis désorganisé et tu as l'œil. Un truc super intéressant que peu de gens savent sur l'Everest, chaque année, à cause des conditions météo, t'as une fenêtre de seulement 1 mois pour grimper. De fin avril à fin mai. Mais alors Jamy, pourquoi on n'a qu'une fenêtre d'1 mois? Parce que en dehors de cette période, il y a des tempêtes de neige violentes, mon pote. On parle de vent soufflant jusqu'à 285 km/h. 200 km/h déjà, c'est ça. Ces vents sont potentiellement chargés de sable et les températures sont entre -30 et -60. Pas ouf comme condition. Mais du coup, cette année, même dans la bonne période, il y a eu une météo encore plus merdique que d'habitude.
réchauffement climatique. Donc toutes les expéditions ont dû y aller pratiquement en même temps, ce qui explique en grande partie les embouteillages. Mais pour vous dire à quel point ces embouteillages sont critiques aussi, c'est à cause du timing. Il faut arriver au sommet, se reposer et entamer la descente avant 13 h grand maximum. Oui, parce qu'une fois en haut, tu peux pas redescendre tout de suite, t'es fatigué, faut te reposer un petit peu. Déjà que pour être dans les temps, tu pars tellement tôt qu'il fait encore nuit. Alors si tu dépasses ce créneau, tu commenceras à être à court d'oxygène quand tu vas redescendre et tu devras revenir de nuit. Là où les températures descendent à moins 40, voire moins 60 si une tempête se forme avec la tombée de la nuit, ce qui est assez courant. Tempête qui réduit en général de 15% l'oxygène dans l'air qui déjà de base est 3 fois moins élevé qu'au niveau de la mer. Des vents violents chargés de sable vont s'abattre sur ta gueule et parfois tu peux avoir des chutes de 1 mètre de neige en quelques heures. Donc faire la queue 1 heure, c'est pas cool Thierry, non. Si ça vous passionne comme moi, je vous conseille d'aller voir le reportage de National Geographic. Quoi Geographic s'il y en a qu'un Géographique. Sur l'une des expéditions les plus meurtrières de l'Everest. Ainsi que le film Everest qui retrace cet événement. Je l'ai pas encore vu mais la bande-annonce a l'air sympa. Voilà, c'était les conseils non vérifiés d'Aris. Bon, j'ai vu le reportage. D'ailleurs dans le reportage, il y a un alpiniste qui dit qu'être dans la zone de mort, c'est, je cite, comme si on avait la grippe et la gueule de bois en même temps et qu'on essayait de courir un marathon. Tout demande un énorme effort, même penser. La violence de cette phrase. Moi, quand j'ai la grippe, j'arrive déjà pas à lancer Netflix. Je comprends que l'Everest fascine autant. Moi-même, j'ai commencé cette vidéo pour cette raison. Mais après tout ce que j'ai vu, je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus une question d'ego que d'aventure. Pourquoi tu dois faire absolument le plus haut sommet au final? Tu veux de l'aventure? Prends un guide et fais l'ascension d'une autre montagne très haute. Il existe 14 sommets au-dessus de 8000 mètres, au-dessus des zones de la mort. C'est déjà assez vénère, non? Va là où il n'y a pas encore de cordes ou d'échelles déjà préinstallées. Là où tu devras grimper vraiment par toi-même. Là où tu pourras te poser au sommet et contempler le monde qui t'entoure. Mais si tu veux juste la péter sur Insta, tu peux aller te faire f***. Voilà, c'est terminé. Ne partez pas tout de suite, il y a des bloopers à la fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Rappelez-vous de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche si ça vous a plu. Pourquoi je fais ça pour la cloche? Pas une cloche, ça, c'est pas une cloche. Si vous regardez cette vidéo le soir de sa sortie, je suis en live sur Twitch. Passez dire bonjour. Lien en description. Je clash, je charrie, mais je respecte énormément les alpinistes qui ont même juste tenté de faire l'ascension de l'Everest. Tout en ayant une pensée pour ceux qui resteront à jamais figés sur le toit du monde. Adios. Avant de vous parler de... Prends ton selfie! Je pense qu'on m'entend gueuler à côté. On dit que ces embouteillages... On dit que ces embouteillages ont été mal... Putain. On dit que ces embouteillages... Embouteillages, bordel de merde. On dit que ces embouteillages... Mais putain! Pour rappel, le sommet de l'Everest, c'est 8400... Je vais te dire ce qui t'attend. Attends. En 2011, on compte déjà un téléphone satellitaire. Satellitaire.